Salut, c'est KSF Douton-Broly. Deuxième des deux vidéos correspondant au chapitre Anatomie comparée dans De la volonté dans la nature d'Arthur Schopenhauer. Considérons les innombrables figures d'animaux. Chacun n'est-il pas intégralement la reproduction de son vouloir, l'expression visible des tendances de volonté qui constituent son caractère? La variété des figures n'est que l'image de cette variété de caractère. La variété des figures n'est que l'image de cette variété des caractères. Les animaux de proie, taillés pour la lutte et la rapine, ont une denture et des griffes redoutables et des muscles d'acier. Leur regard se porte au loin, surtout lorsque, comme l'aigle et le condor, ils doivent épier leur proie en planant à des hauteurs vertigineuses. Chez les animaux craintifs, qui ont la volonté de chercher leur salut, non pas dans le combat, mais dans la fuite, toutes les armes sont remplacées par des pattes fines et rapides, et une ouïe très sensible. Ce qui, chez le plus craintif d'entre eux, le lièvre, a déterminé l'allongement saisissant du pavillon de l'oreille. Et l'intérieur répond à l'extérieur. Les carnassiers ont des boyaux courts. Les herbivores les ont longs, pour un processus d'assimilation plus prolongé. À une grande force musculaire, à une grande irritabilité, se joignent, comme condition nécessaire, une forte respiration et une circulation rapide, représentée par des organes appropriés. Et nulle part, une contradiction n'est possible. Chaque tendance particulière de la volonté s'exprime dans une modification déterminée de la figure. C'est pourquoi la résidence de la proie a déterminé la figure du poursuivant. Si la proie s'est retirée en des lieux difficilement accessibles, dans des retraites lointaines, dans les ténèbres de la nuit, le poursuivant adopte la figure adéquate, et aucune n'est trop grotesque pour qu'on y s'y manifeste le vouloir vivre, afin d'atteindre son but. C'est pour retirer la graine des écailles de la pomme de pin que le bec croisé, l'Oxia curvivostra, est armé d'un énorme appareil. Pour dénicher les reptiles dans leur marais, les échassiers ont des pattes démesurément longues, des coups démesurément longs, des becs démesurément longs, des figures les plus étranges. Pour déterrer les termites, le tamanoir, long de 4 pieds, a de courtes pattes, de fortes griffes et un long museau effilé et sans dents, mais pourvu d'une langue filiforme et visqueuse. Le pour y, ma- y manga- le pour y emmagasiner des poissons en grand nombre. Pour surprendre les dormeurs nocturnes, les chouettes
sortent avec des pupilles énormes afin de voir dans l'obscurité et des plumes très douces afin que leur vol soit silencieux et ne réveille pas la proie. Silurus, Gymnolus et Torpeda vont jusqu'à emporter tout un appareil électrique pour l'étourdir, avant même de pouvoir l'atteindre. Il leur sert aussi à se défendre contre leurs propres agresseurs. Car là où respire un être vivant, il y en a immédiatement un autre pour l'engloutir. Et chacun est comme calculé et étudié pour en détruire un autre, jusqu'en dans le moindre détail. Parmi les insectes, par exemple, les ichneumons, pour la subsistance de leur progéniture à venir, pondent leurs œufs dans le corps de certaines chenilles et autres larves qu'ils percent dans ce but avec un aiguillon. Parmi eux, ceux qui prennent pour victime des larves vivant à l'air n'ont que de courts aiguillons, de l'ordre de 1/8 de pouce. Par contre, la Pimpla manifestator, qui s'attaque à la Chelosoma maxillosa, dont la larve se cache profondément dans le visage bois, où elle ne pourrait l'atteindre, a un aiguillon de 2 pouces de long. Presque aussi long est celui de l'ichneumon Strobila, laquelle dépose ses œufs dans des larves qui viennent dans les pommes de pin. Ainsi, ces insectes parviennent jusqu'à la larve, la piquent et déposent dans la blessure un œuf dont le produit par la suite consomme la larve. C'est avec la même évidence qu'apparaît chez les animaux poursuivis la volonté d'échapper à leur ennemi dans leur armature défensive. Hérissons et porcs-épics s'entourent d'une forêt de piquants. Harnachés de pied en cap, inaccessibles à la dent, au bec et à la griffe, voici les armadilles, les animaux à écailles, les tortues, et en petit, toute la classe des crustacés. D'autres ont cherché leur protection, non dans la résistance physique, mais dans la ruse destinée à tromper l'agresseur. Ainsi, la sépia s'est pourvue d'un produit qui lui permet, au moment du danger, de répandre autour d'elle un nuage d'encre. Le paresseux ressemble à s'y méprendre à la branche couverte de mousse, la rainette à la feuille, et de la même façon, d'innombrables insectes à l'endroit où ils vivent. Le pouls des nègres est noir. Notre puce l'est bien aussi, mais elle s'en est remise à la longueur de ses sauts désordonnés, en faisant les frais d'un appareil dont la puissance est sans exemple. Mais l'anticipation qui se manifeste dans tous ces dispositifs, nous pouvons la saisir dans celle dont font preuve les instincts supérieurs. La jeune araignée et la fourmilion ne connaissent pas encore la proie à laquelle elles tendent pour la première fois un piège. De même sur le plan défensif, le bombix, selon la treille, tue avec son aiguillon la parnope, bien qu'il ne la mange pas et qu'il ne se soit pas attaqué par elle. Et bien qu'il ne soit pas attaqué par elle, mais parce que celle-ci, plus tard, viendra pondre dans son nid, empêchant ainsi le développement de ses propres œufs, ce que pourtant il ne sait pas.
Dans de telles anticipations, dans de telles anticipations se confirme à nouveau le caractère idéal du temps, qui se manifeste toujours d'une façon générale dès qu'il s'agit de la volonté comme chose en soi. Dans les présentes considérations, comme dans beaucoup d'autres, les instincts supérieurs animaux et les fonctions physiologiques, dans les présentes considérations, comme dans beaucoup d'autres, les instincts supérieurs animaux et les fonctions physiologiques s'éclairent mutuellement, parce que dans les uns comme dans les autres, c'est la volonté sans connaissance qui est à l'œuvre. La volonté s'est donc munie de chaque organe et de chaque arme pour l'offensive ou pour la défensive. Elle s'est pourvue aussi, dans chaque figure d'animal, d'un intellect comme moyen d'entretenir l'individu et l'espèce. C'est justement pourquoi les anciens ont nommé l'intellect le guide, celui qui montre le chemin. En conséquence, l'intellect est consacré uniquement au service de la volonté, service auquel il est partout exactement adapté. Les animaux de proie en avaient visiblement davantage besoin et en possèdent davantage que les herbivores. L'éléphant et dans une certaine mesure le cheval constituent une exception. Mais l'intellect admirable de l'éléphant était nécessaire, car étant donné qu'il vit 200 ans et qu'il est peu prolifique, il avait assuré une survie plus longue et plus sûre de l'individu, et ce, dans des contrées où pullulent les animaux de proie les plus gloutons, les plus forts et les plus agiles. Le cheval, lui aussi, vit plus longtemps et se reproduit moins vite que les ruminants. De plus, dépourvu de cornes, de défense, de trompe, de toute arme, tout au plus a-t-il un sabot. Il lui fallait davantage d'intelligence et de rapidité pour soustraire à l'agresseur. L'entendement extraordinaire des singes était nécessaire, en partie parce que pour une durée de vie qui est même parmi ceux qui sont de grandeur moyenne, l'entendement extraordinaire des singes était nécessaire, en partie parce que pour une durée de vie qui est même parmi ceux qui sont de grandeur moyenne, s'étend sur 50 années. Ils prolifèrent relativement peu, chaque portée ne comprenant qu'un petit, mais principalement parce qu'ils ont des mains et qu'il fallait un intellect capable de les utiliser correctement. Ils sont amenés à s'en servir, tant pour leur défense, à l'aide. Ils sont amenés de leurs mains à s'en servir, tant pour leur défense, à l'aide d'armes extérieures, comme pierre ou bâton, que pour leur subsistance, qui réclament mille moyens artificieux et nécessitent d'une façon générale un système de brigandage ingénieux et collectif, avec transmission de la main à la main des fruits volés, mise en place de sentinelles, etc. À cela s'ajoute que chez eux, cet intellect caractérise essentiellement le jeune âge, celui dans lequel la force musculaire ne s'est pas encore développée. Par exemple, le jeune Pongo ou orang-outan présente dans sa jeunesse une prédominance relative du cerveau et une intelligence bien plus grande que dans son âge mûr,
où la force musculaire a atteint son plein développement et remplace l'intellect, qui en conséquence s'affaiblit notablement. La même remarque vaut pour tous les singes. L'intellect exerce donc provisoirement le vicariat de la force musculaire future. On trouve l'exposé détaillé de ce processus dans le résumé des observations de Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animaux. J'en ai déjà cité tout le passage qui nous intéresse ici, au second volume de mon ouvrage principal, à la fin du 31e chapitre. C'est pourquoi je ne le répète pas. D'une façon générale, chez les mammifères, l'intelligence s'élève graduellement des rongeurs aux ruminants, puis aux pachydermes, aux animaux de proie et enfin aux quadrumanes. Et répondant à ce résultat de l'observation extérieure, l'anatomie met en évidence le développement profond du cerveau dans le même ordre, selon Florenz et Cuvier. Parmi les reptiles, les plus intelligents sont les serpents, qui peuvent même être dressés, parce qu'ils sont des animaux de proie, et surtout, pour ce qui est des venimeux, se reproduisent plus lentement que les autres. Comme en ce qui concerne l'arme physique, nous trouvons ici partout la volonté comme Prius et son outil l'intellect comme Posterius. Comme en ce qui concerne l'arme physique, nous trouvons ici partout la volonté comme Prius et son outil l'intellect comme Posterius. Les carnassiers ne vont pas à la chasse. Les renards ne commettent pas des larcins parce qu'ils ont davantage d'intelligence. Au contraire, ils ont davantage d'intelligence, de même que des dents et des griffes plus fortes, parce qu'ils voulaient vivre de chasse et de larcin. Le renard est allé jusqu'à remplacer immédiatement par une finesse prépondérante de l'intellect ce qui lui manque en force musculaire et en puissance de denture. Un commentaire singulier de notre principe nous est donné par le cas de l'oiseau dodo, ou dronté, dit Ducineptus de l'île Maurice, dont l'espèce, on le sait, a disparu, et qui, comme l'indique déjà son nom latin spécial, était d'une bêtise totale. Ceci explique justement cela. Il semble donc que la nature, en suivant sa lex parsimoniae, soit allée cette fois trop loin, et comme il arrive souvent pour l'individu, et produit en quelque sorte un avorton au niveau de l'espèce entière, qui en tant que telle n'a pas pu subsister. Si à cette occasion, quelqu'un soulevait la question de savoir si la nature n'aurait pas pu donner aux insectes au moins l'intelligence nécessaire pour pas ne se précipiter sur la flamme de la lampe, la réponse est celle-ci. Certes, mais elle ne savait pas que les hommes fabriqueraient et allumeraient des chandelles, et natura nihil agit frustra, la nature ne fait rien en vain. Ainsi, la vérité est que, pour un milieu ambiant, autre que naturel, l'intellect des insectes est insuffisant.
Bien sûr, partout, l'intelligence dépend tout d'abord. Bien sûr, partout, l'intelligence dépend tout d'abord du système cérébral. Et celui-ci est nécessairement en rapport avec le reste de l'organisme. C'est pourquoi les animaux à sang froid sont très inférieurs aux animaux à sang chaud et les invertébrés aux vertébrés. Mais justement, l'organisme n'est que la volonté devenue visible, cet élément absolument premier auquel tout se ramène toujours. Ses besoins et ses buts, dans chaque phénomène, donnent la mesure des moyens. Et ces derniers doivent être à l'unisson. La plante n'a pas d'aperception parce qu'elle n'a pas de locomotivité. Car à quoi lui aurait servi la perception, ne pouvant sans la locomotion chercher ce qui lui était profitable et fuir ce qui lui était nuisible. Et inversement, la locomotivité ne pouvait lui être... Et inversement, la locomotivité ne pouvait lui être d'aucune utilité, puisqu'elle n'avait pas d'aperception pour guider ses pas. C'est pourquoi on ne voit pas encore apparaître chez les plantes ces deux qualités inséparables qui sont la sensibilité et l'irritabilité. Elles sommeillent au contraire dans leur fondement, la force de reproduction, dans laquelle seule, à ce niveau, s'objective la volonté. Le tournesol, comme chaque plante, veut la lumière. Même le mouvement qu'il porte vers la lumière n'est pas encore séparé de la perception qu'il en a. Et ce mouvement, comme cette perfection, concorde avec sa croissance. Chez l'homme, l'intellect est infiniment supérieur à celui des autres êtres vivants. Il est appuyé par la raison, qui vient s'y adjoindre, capacité des représentations non liées à l'intuition, c'est-à-dire des concepts, réflexions, pouvoir de penser. Mais il demeure justement lié d'une part à ses besoins, qui dépassent de loin ceux des animaux, et s'accroissent à l'infini. D'autre part, à son manque total d'armes naturelles et de vêtements naturels, et à sa force musculaire relativement plus faible, qui est loin, à taille égale, d'atteindre celle du singe, ainsi qu'à son inaptitude à la fuite, puisqu'il est dépassé à la course par tous les mammifères quadrupèdes. Enfin, à sa reproduction lente, à la longueur de son enfance et de sa vie, qui exige que l'individu subsiste à coup sûr. Toutes ces exigences importantes ont dû être satisfaites par des forces intellectuelles. C'est pourquoi ces dernières sont tellement prédominantes. Mais partout, nous rencontrons l'intellect comme l'élément secondaire, subordonné, destiné uniquement à servir les desseins de la volonté. Fidèle à cette destination, il demeure en règle générale toujours au service de la volonté. Cependant, dans des cas isolés, il parvient à s'en détacher grâce à une énorme prédominance de la vie cérébrale, et on voit alors apparaître
la connaissance purement objective qui s'élève jusqu'au génie. J'ai montré en détail ce phénomène au troisième livre, la partie esthétique de mon ouvrage principal, et par la suite, je l'ai commenté dans les Parerga volume 2. Si maintenant, si maintenant, après toutes ces considérations sur la concordance exacte entre la volonté et l'organisation de chaque animal, en partant de ce point de vue, nous parcourons un cabinet ostéologique bien ordonné, nous aurons véritablement l'impression d'avoir devant nous un seul et même être, cet animal originel de Lamarck, ou plus exactement, le vouloir vivre, qui, selon les circonstances, modifie son aspect, et à partir d'un nombre et d'une ordonnance identique de ses os, les allonge ou les raccourcit, les renforce ou les laisse s'atrophier, pour donner toute cette variété de formes. Ce nombre et cette ordonnance des os, que Geoffroy Saint-Hilaire, principe de philosophie zoologique 1830, a nommé l'élément anatomique, demeure pour l'essentiel, comme il le démontre radicalement, inchangé dans toute la série des vertébrés. Il est une grandeur constante, un facteur donné a priori, fixé irrévocablement par une nécessité insondable, et dont je comparerais l'invariabilité à la permanence de la matière sous toutes ses transformations physiques et chimiques. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Mais en liaison avec cela, on constate au plus haut degré la mobilité, la plasticité, la souplesse de ces os en ce qui concerne leur grandeur, leur forme et leur utilisation, qui sont déterminées par la volonté dans sa forme et sa liberté originelle, en raison des buts que les circonstances extérieures lui demandent. Elle en fait ce que réclame à chaque fois son besoin. Veut-elle, sous forme de singe, grimper aux arbres? Elle s'accroche aussitôt aux branches avec 4 mains et allonge démesurément ulna et radius. En même temps, elle prolonge l'os cuxigis pour en faire une queue prenante longue d'une aune, afin de suspendre aux branches et de s'élancer de l'une à l'autre. Par contre, ces mêmes os du bras sont raccourcis à en devenir méconnaissables lorsqu'elle veut ramper sous forme de crocodile dans la vase, nager sous la forme de phoque ou fuir sous forme de taupe. Dans ce dernier cas, elle augmente la grandeur du malécarpus et des phalanges pour en faire des pattes en forme de pelle d'une grandeur disproportionnée, au détriment de tous les autres os. Mais veut-elle traverser les airs sous forme de chauve-souris? Ce ne sont pas seulement Humeri, Radius et Ulna qui se trouvent prolongés de façon inouïe, mais Corpus, Mélacurpus et Phalange d'Iligorium, d'habitude si petits, si subalternes, s'étendent, comme dans la vision de saint Antoine, jusqu'à atteindre une longueur qui dépasse celle du corps de l'animal, pour étendre les membranes des ailes. Si pour pouvoir brouter la couronne des grands arbres d'Afrique, elle s'est placée sous forme de girafe sur des pattes antérieures
d'une hauteur sans exemple. Ce sont les mêmes 7 vertèbres cervicales, toujours invariables quant au nombre, qui est asséché la taupe au point d'en être méconnaissable, sont maintenant allongées, de sorte que, comme partout, la longueur du cou égale celle des pattes antérieures, afin que pour boire, la tête puisse toucher l'eau. Mais si, lorsque la volonté se manifeste sous forme d'éléphant, un long cou et incapable de porter la charge d'une tête gigantesque, massive et encore alourdie par des défenses longues d'une toise, le cou demeure exceptionnellement court et, comme moyen de secours, une trompe descend jusqu'à terre pour remonter à la bouche la nourriture et l'eau. Une trompe descend jusqu'à la terre, une trompe descend jusqu'à terre pour remonter à la bouche la nourriture et l'eau. Et elle peut atteindre également le sommet des arbres. Dans toutes ces transformations, et en concordance avec elles, nous voyons le crâne, réceptacle de l'intelligence, s'étendre, se développer, se bomber, dans la mesure où la façon plus ou moins difficile de procurer à l'animal sa subsistance requiert plus ou moins d'intelligence. Et les différents degrés de l'entendement sont aisément perceptibles à l'œil exercé d'après les voussures du crâne. Et les différents degrés de l'entendement sont aisément perceptibles à l'œil exercé d'après les voussures du crâne. Évidemment, cet élément anatomique que nous avons mentionné comme étant constant et invariable demeure une énigme, dans la mesure où il n'entre pas dans le cadre de l'explication téléologique, laquelle le présuppose. Dans beaucoup de cas, l'organe considéré aurait pu apparaître tout aussi fonctionnel, avec un nombre et une organisation différente des os. On comprend bien par exemple pourquoi le crâne humain est un assemblage de 8 os, afin que ceux-ci, au moyen des fontanelles, puissent se resserrer au moment de la naissance. Mais on ne voit pas pourquoi le poussin doit avoir le même nombre d'os crâniens alors qu'il brise sa coquille. Il nous faut donc admettre que cet élément anatomique repose partie sur l'unité et l'identité du vouloir vivre en général, partie sur le fait que les formes primitives des animaux sont sorties les unes des autres. Parerga, volume 2, paragraphe 91. Et qu'ainsi le type originel de toute la lignée s'est conservé. C'est cet élément anatomique qu'Aristote comprend sous le nom de la nécessité naturelle, et la variation de ces figures en fonction de ses buts poursuivis, il l'appelle la finalité naturelle, dont Aristote de Partibus Animalium. Il explique à partir de là que chez les bêtes à cornes, la matière des incisives supérieures est employée pour les cornes. Remarque tout à fait juste, car seuls les ruminants sans cornes, remarque tout à fait juste, car seuls les ruminants sans cornes, le chameau et la chèvre musquée, ont des incisives supérieures, alors que tous les ruminants à cornes en sont dépourvus.
Nous avons vu sur l'exemple du squelette expliquer l'adaptation exacte de la structure au but et aux conditions extérieures de la vie de l'animal. Nous avons souligné le caractère remarquablement adéquat et l'harmonie de ses rouages intérieurs. Aucune explication ou hypothèse ne peut saisir, même de loin, si le premier ni le second de ces phénomènes. Aucune explication. Nous avons, sur l'exemple du squelette, expliqué l'adaptation exacte de la structure au but et aux conditions extérieures de vie de l'animal. Nous avons souligné le caractère remarquablement adéquat et l'harmonie de ses rouages intérieurs. Aucune explication ou hypothèse ne peut saisir, même de loin, ni le premier ni le second de ces phénomènes. Seule peut le faire celle qui s'appuie sur cette vérité déjà établie par ailleurs: le corps de l'animal n'est précisément que sa volonté même, saisie intuitivement sous forme de représentation, donc à travers les catégories qui sont l'espace, le temps et la causalité dans le cerveau, c'est-à-dire le simple phénomène, l'objectivité de la volonté. Car dans cette hypothèse, tout en lui, au-dedans comme au-dehors, doit se conspirer au but suprême, la vie de cet animal. On doit pouvoir trouver en lui rien d'inutile, rien de superflu, rien qui manque, rien d'impropre, rien de médiocre, rien de superflu, rien qui manque, rien d'impropre, rien de médiocre ou d'imparfait dans son genre. Mais tout ce qui est nécessaire doit y être, dans la mesure exacte où c'est nécessaire, et pas davantage. Car ici, le maître, l'ouvrage et la matière sont une seule et même chose. Et ainsi, chaque organisme est un chef-d'œuvre d'une perfection absolue. La volonté n'a pas d'abord nourri l'intention, reconnu le but, adapté ensuite les moyens à ce but et vaincu la matière. Au contraire, son vouloir constitue immédiatement aussi le but et la façon de l'atteindre. Ainsi, il n'y a pas eu besoin de moyens étrangers dont il aurait dû d'abord se rendre maître. Vouloir, action et réalisation ont été une seule et même chose. C'est pourquoi l'organisme est un véritable miracle et ne peut se comparer à aucune œuvre humaine, fabriquée artificiellement à la lumière de la lampe de la connaissance. Notre admiration devant la perfection et l'adéquation infinie des œuvres de la nature repose au fond sur le fait que nous les considérons dans le sens de nos propres œuvres. Dans ces dernières, d'abord, la volonté de l'œuvre et l'œuvre elle-même sont deux choses différentes. Ensuite, entre ces deux aspects, il y en a encore deux autres. En premier lieu, l'intermédiaire de la représentation, qui en tant que telle est étrangère à la volonté et que la volonté doit traverser avant de s'objectiver. En premier lieu, l'intermédiaire de la représentation, qui en tant que telle est étrangère à la volonté et que la volonté doit traverser avant de s'objectiver. Deuxièmement, la matière étrangère à la volonté, qui est ici à l'œuvre, à laquelle doit être imposée une forme étrangère, et qui se défend contre cette forme, parce qu'elle appartient déjà à une autre volonté, c'est-à-dire sa manière d'être naturelle,
sa forma substantialis, l'idée platonicienne qui s'exprime en elle. Elle, intérieurement, quelle que soit l'empreinte de la forme artificielle, il en va tout autrement des œuvres de la nature qui ne... Pardon, il en va tout autrement, des œuvres de la nature qui ne sont pas les œuvres de la nature qui ne sont pas au contraire une manifestation directe de la volonté. La volonté y est à l'œuvre dans son originalité, c'est-à-dire en dehors de l'intellect. La volonté et l'heure ne sont point séparés par une représentation qui s'interposerait en elles, qui s'interposerait entre elles. Elles sont une. Et même la matière ne fait qu'un avec elle, car la matière n'est que la volonté devenue visible. C'est pourquoi la matière est ici totalement pénétrée par la forme. Bien plus, elles ont absolument la même origine, elles n'existent que l'une pour l'autre, et en conséquence ne font qu'un. Que nous les séparions ici aussi, comme dans l'œuvre d'art, relève de la pure abstraction. La matière pure, absolument dépourvue de forme et de propriété, que nous pensons être le substrat du produit de la nature, est un simple ens rationis. Il ne peut se manifester dans l'expérience. Par contre, la matière de l'œuvre d'art est la matière empirique, donc déjà informée. L'identité de la forme et de la matière est le caractère du produit naturel. La diversité, celle du produit artificiel. Comme dans le produit naturel, la matière n'est que forme devenue visible. Nous voyons sur le plan empirique la forme, nous voyons sur le plan empirique la forme se manifester comme simple produit de la matière, comme jaillit de l'intérieur de cette dernière, dans la cristallisation, dans la génération équivoca, végétale et animale, laquelle ne saurait être mise en doute, tout au moins chez les hypézoa. C'est pourquoi on peut supposer également que nulle part, sur aucune planète ou satellite, la matière n'arrivera à l'état de repos absolu. Au contraire, les forces qu'elle recèle, c'est-à-dire la volonté, dont elle n'est que la manifestation visible, mettront constamment fin à l'état de repos, se réveillant sans trêve de leur sommeil, pour recommencer leur jeu sous forme de forces mécaniques, physiques, chimiques, organiques, puisque toujours elles n'attendent que l'occasion. Mais si nous voulons comprendre l'action de la nature, nous ne devons pas essayer de le faire par comparaison avec nos œuvres. L'essence véritable de chaque figure d'animal est un acte de volonté qui se situe en dehors de la représentation et par conséquent de ses formes, espace et temps, qui pour cette raison ne connaît ni succession ni juxtaposition, mais possède la plus indivisible unité. Mais si notre représentation cérébrale saisit cette figure
Et même si le scalpel analyse sa structure interne, on voit apparaître à la lumière de la connaissance ce qui originellement et en soi est étranger à cette connaissance et à ses lois, mais doit se manifester en elle selon ses formes et ses lois. L'unité et l'indivisibilité originelle de cet acte de volonté, de cet être réellement métaphysique, apparaissent donc fragmentés dans une juxtaposition de parties et une succession de fonctions, qui toutefois se présentent comme infiniment liées, car elles se rapportent étroitement l'une à l'autre. Elles s'aident et se soutiennent mutuellement. Elles sont l'une pour l'autre moyen et but. L'intellect qui appréhende ainsi ces choses, l'intellect qui appréhende ainsi ces choses tombe en admiration devant l'ordonnance des parties et de la combinaison des fonctions, dont la profondeur l'étonne, parce que l'intellect qui appréhende ainsi ces choses tombe en admiration devant l'ordonnance des parties et la combinaison des fonctions, dont la profondeur l'étonne. Parce que la manière dont il perçoit l'unité originelle, qui se rétablit à partir de la multiplicité, laquelle a été créée par sa forme de connaissance, il l'applique aussi involontairement à la genèse de cette forme animale. Voilà le sens de la grande théorie de Kant, selon laquelle c'est l'intellect qui introduit la finalité dans la nature et qui s'extasie ensuite devant un miracle dont il est lui-même l'auteur. C'est comme lorsqu'il s'étonne, si je puis me permettre d'expliquer une aussi grande chose par une comparaison triviale, que tous les multiples de 9, si on additionne leurs chiffres, donnent également 9, ou un nombre dont la somme des chiffres est égale à 9, bien qu'il soit lui-même préparé, bien qu'il se soit lui-même préparé, on recommence. C'est comme lorsqu'il... Voilà le sens de la grande théorie de Kant, selon laquelle c'est l'intellect qui introduit la finalité dans la nature, qui s'extasie ensuite devant un miracle dont il est lui-même l'auteur. C'est comme lorsqu'il s'étonne, si je puis me permettre d'expliquer une aussi grande chose par une comparaison triviale, que tous les multiples de 9, si on additionne leurs chiffres, donnent également 9, ou un nombre dont la somme des chiffres est égale à 9, bien qu'il se soit lui-même préparé ce miracle en inventant le système décimal. L'argument physico-théologique fait précéder l'existence réelle du monde par son existence dans un intellect et dit l'argument physico-théologique fait précéder l'existence réelle du monde par son existence dans un intellect et dit si le monde doit avoir une finalité, il faut qu'il ait été présent comme représentation avant d'exister. Moi, je dis au contraire, dans le sens de Kant, si le monde doit être représentation, il faut qu'il se manifeste comme ayant une finalité. Et cela se passe avant tout dans notre intellect.
Naturellement, il découle de ma théorie que chaque être est sa propre œuvre. La nature qui ne peut jamais mentir, qui est naïve comme le génie, exprime carrément la même chose ainsi. Chaque être ne fait qu'allumer le flambeau de la vie à un autre, identique à lui-même, pour ensuite se constituer sous nos yeux, prenant pour cela la matière à l'extérieur, la force et le mouvement à l'intérieur de lui-même. Ce que l'on appelle croissance et développement. Naturellement, il découle de ma théorie que chaque être est sa propre œuvre. Naturellement, il découle de ma théorie que chaque être est sa propre œuvre. La nature, qui ne peut jamais mentir, qui est naïve comme le génie, exprime carrément la même chose ainsi. Naïf comme le génie, pardon, la nature qui ne peut jamais mentir, la nature qui ne peut jamais mentir, qui est naïf comme le génie, exprime carrément la même chose ainsi. Chaque être ne fait qu'allumer le flambeau de la vie à un autre identique à lui-même, pour ensuite se constituer sous nos yeux, prenant pour cela la matière à l'extérieur, la forme et le mouvement à l'intérieur de lui-même. Ce que l'on appelle croissance et développement. Ainsi chaque être, sur le plan empirique aussi, se présente-t-il comme étant sa propre œuvre. Mais on ne comprend pas le langage de la nature parce qu'il est trop simple. Mais on ne comprend pas le langage de la nature parce qu'il est trop simple.